Bonsoir. Bonsoir Nous Alexandre. sommes ravis de t'accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Tu es docteur en sciences politiques et chercheur invité à la Brookings Institution. Tu viens de sortir aux éditions Fayard en collaboration avec la Fondation Jean Jaurès un essai des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump. Mais nous ne parlerons pas de l'essai maintenant car ça fera l'objet de la rencontre organisée après la Fondation. J'aimerais t'interroger suite au Super Tuesday où 14 États votaient, notamment la Californie et le Texas, avoir ton analyse car beaucoup de choses se sont passées le jour du scrutin et depuis. C'était une surprise pour tout le monde, ce Super Tuesday, ne serait-ce que quand on regarde l'état de la course une semaine avant. Une semaine avant, tout le monde disait Bernie Sanders va faire un gros score, il devrait avoir 150-200 délégués de plus que le suivant qui serait peut-être Joe Biden, et encore Joe Biden serait peut-être rattrapé par Mike Bloomberg. Il y avait l'incertitude de savoir si Pete Buttigieg allait faire quelque chose. Il y avait tout un grand nombre de candidats encore en lice, encore compétitifs. Au lendemain du Super Tuesday, on a Joe Biden qui a raflé la mise dans 10 États sur 14, qui est devant en nombre de délégués et on parle maintenant non seulement d'un duel, Joe Biden contre Bernie Sanders, mais en plus avec une sorte de vitesse prise par Joe Biden et la question de savoir si maintenant c'est Bernie Sanders qui est en difficulté. Et ce qui s'était passé entre les deux, ce sont deux choses. C'est que le samedi, juste avant le Super Tuesday, il y a eu la primaire de Caroline du Sud, où là, pour la première fois, Joe Biden l'a remporté, alors qu'il avait perdu les 3 premiers scrutins, face à Bernie Sanders notamment. Et il remporte ce scrutin de loin. Et il a le soutien de presque toute la communauté noire américaine. Et il y a ensuite un vent de ralliement, donc ça ravive sa campagne. Et là, les uns après les autres, les candidats du camp modéré, notamment Pete Buttigieg, le jeune sénateur de l'Indiana, le jeune maire, pardon, d'une petite ville de l'Indiana, et Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, qui arrêtent leur campagne et soutiennent Joe Biden. Et on a aussi un ancien candidat, Beto O'Rourke, qui avait déjà arrêté depuis longtemps, qui fait la même chose. C'est ça qui s'est passé, c'est que le camp modéré, c'est, enfin, ce qu'on appelle modéré, mais on sait que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, toute une partie des candidats décident de se ranger derrière Joe Biden et lui donnent l'élan qui est nécessaire pour la campagne. Et la raison pour laquelle ça a vraiment marché, c'est qu'on sait maintenant que une majorité des électeurs se sont décidés dans les 3 derniers jours, voire les dernières 24 heures. Et donc, ont, comme nous tous, regardé ce qui se passait et on l'a fait le choix, par exemple, de soutenir Biden. Et cette dynamique un peu inattendue en faveur de Biden, c'est de la politique fiction, mais penses-tu qu'elle peut accroître cette dynamique où Sanders est en mesure de la casser, notamment avec les 2 prochains Super Tuesday ou avec des États importants, Floride, Michigan, etc. Comment vois-tu les choses se dérouler? Les choses sont pas forcément bien engagées pour Bernie Sanders parce que les prochaines primaires, ce sont pas là où il va avoir le maximum de gains engrangés. On sait que la Californie, qu'il a gagné, ou le Texas, que finalement il n'a pas gagné, que c'est Joe Biden qui l'a remporté, c'est là où il y avait des gains de délégués, puisque à la fin, c'est un nombre de délégués qu'il faut emporter. C'était là ces grands gains et du coup, il n'a pas pris une avance considérable. Il est derrière Joe Biden. Et donc, les prochains scrutins, même s'il les remporte, il aura du mal à rattraper son retard qui est déjà existant et puis encore plus à creuser l'écart. Alors, c'est pas impossible puisque Joe Biden, jusque-là, jusqu'à cet incroyable retournement, était un candidat assez faible. Il n'a pas été très bon en débat. Ses meetings de campagne ne se passaient pas forcément bien. Donc, en fait, on peut s'interroger à savoir si ce retournement d'opinion publique peut encore se retourner et puis bénéficier Bernie Sanders. Bon, c'est un point d'interrogation. Je pense que la course n'est pas finie. Et en plus, l'aile progressiste, celle qui soutient Bernie Sanders et ses idées, a pas dit son dernier mot. Donc, on a au minimum le mois de mars pour voir venir la structuration de la compétition. Et sur la structuration des soutiens et de Sanders et de Biden, on dit que les Afro-Américains soutiennent Biden, les Hispaniques plutôt Sanders, les jeunes également. Est-ce que ça aussi, on sent que Sanders va devoir du coup réorienter sa stratégie? Enfin, comment expliquer que les Afro-Américains soutiennent massivement Biden, les Hispaniques Sanders et les jeunes Sanders?
Alors, les Noirs américains ou les Latinos, c'est comme le reste des Américains, ils sont plus ou moins progressistes, plus ou moins conservateurs, plus ou moins modérés. Et au sein de la communauté noire américaine, on sait qu'il y a une division générationnelle avec les jeunes Noirs américains qui sont plutôt progressistes, qui ont plutôt tendance à soutenir Bernie Sanders, une partie d'entre eux qui soutenaient aussi Elizabeth Warren ou d'autres candidats, et des Noirs plus âgés, un peu plus conservateurs, plus proches des options de centre-gauche qui sont allés massivement voter pour Joe Biden. Ce qui s'est vraiment passé, et on a la même chose chez les Latinos, simplement les jeunes se sont plus mobilisés. Ce qui s'est vraiment passé, et qui est dommageable à Bernie Sanders, c'est que les jeunes ne sont pas sortis. Les jeunes ne se sont pas mobilisés. C'est un des arguments de campagne de Bernie Sanders, c'est le ralliement des jeunes. Il peut s'appuyer sur des jeunes progressistes comme la représentante au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, représentante de New York, qui était la plus jeune femme élue au Congrès de l'histoire du Congrès à 29 ans et qui soutient officiellement Bernie Sanders et fait campagne pour lui. Et elle emmène avec lui toute une jeunesse. Mais ces jeunes-là, ils sont pas sortis, même en Californie. Il y a un électeur sur 8 pendant ce Super Tuesday qui avait moins de 30 ans. Et en fait, les 2/3 des électeurs avaient plus de 45 ans. Et c'est ceux-là qui ont porté Joe Biden, qui ont mis Joe Biden devant, alors que les jeunes sont pas venus, sont restés chez eux, ne se sont pas mobilisés pour Bernie Sanders. Ça, c'est un signe inquiétant pour sa campagne. Donc, il l'a dit d'ailleurs, juste après, il a fait un discours et il a dit, voilà, c'est décevant, il faut que nous nous reprenions, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il a encore un capital à mobiliser, tout est ouvert. Donc, c'est très ouvert, ça reste ouvert comme compétition. C'est pas une bonne phase pour Bernie Sanders, mais on sait que Biden était en très mauvaise phase il y a seulement une semaine, donc restons modestes. Et dernière question, est-ce que l'argument est souvent mis en avant que Biden, pour faire simple, serait le candidat plutôt centriste, modéré, Bernie Sanders socialiste, comme il est présenté, comme lui-même se le revendique. On présente l'argument de dire Biden est peut-être celui le plus capable de rassembler face à Trump, notamment les indépendants ou les républicains modérés. Quel est ton point de vue concernant cet argument ? Alors, si on regarde ce qui s'est passé là, il est clair qu'il y a beaucoup de républicains déçus de Donald Trump et d'indépendants qui sont allés voter pour Joe Biden, qui sont allés voter dans les primaires démocrates. Donc, l'argument de Joe Biden qui dit « je suis capable d'amener ce centre-là », il est vrai. En fait, il a fonctionné là. Mais il a fonctionné là parce que Joe Biden avait prouvé sa valeur en gagnant en Caroline du Sud. Il a probablement rassuré des gens, par exemple en Virginie, il a très largement gagné, notamment grâce à la mobilisation des républicains modérés et des indépendants. Mais il reste à savoir qu'est-ce qui va se passer sur le long terme, comment est-ce qu'on garde une campagne d'union, comment est-ce que Joe Biden, qui est sur cette ligne modérée, se réconcilie avec son l'aile progressiste du parti. Comment est-ce qu'il arrive à quel gage il donne de l'autre côté pour ne pas avoir une insurrection à gauche qui lui coûterait beaucoup sur son image de marque et qui fait que même s'il gagne au centre, il arriverait affaibli face à Donald Trump. En tout cas, là, l'argument principal de Joe Biden, c'est « je peux gagner ». Ce n'est pas un argument idéologique, ce n'est pas un argument de programme, ce n'est pas qu'il souhaite réformer l'Amérique en particulier dans une direction particulière. Ce qu'il souhaite, c'est reprendre la Maison-Blanche et on a réalisé ce Super Tuesday que c'est vraiment la préoccupation principale des démocrates et qu'elle surpasse presque toutes les autres préoccupations. Et donc, peu importe si Joe Biden n'est pas très clair sur telle ou telle position, peu importe si c'est pas le plus enthousiasmant, s'il peut gagner, alors c'est lui qu'il faut soutenir. Et donc, la pression pour Joe Biden, c'est qu'il faut qu'il continue à gagner. Il ne peut pas se permettre de perdre, parce que c'est son seul argument. Donc, encore une fois, attendons de voir. Si Joe Biden se met à perdre, on va avoir un rééquilibrage. Si Bernie Sanders prouve sa valeur et réussit à faire sortir le vote jeune, on va avoir un rééquilibrage. Sinon, si ça ne se passe pas, le mouvement est plutôt du côté Biden. Merci beaucoup. Merci.